Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Très heureux de vous retrouver pour ce début du mois de novembre, toujours avec les mêmes sur le plateau, Baptiste est à nos côtés. Salut Baptiste. Salut Hugo. Ça va ? Ça va, très bien. Oh bah super. Et de l'autre côté, on a toujours Maxence et Charles. Ça va Charles, t'as passé un bon week-end ? Ça va très bien, heureux de vous retrouver après cette semaine de vacances. Ouais, et puis surtout une semaine où tu as travaillé toi ? Ouais, j'étais au championnat de France de l'avenir. Bon, c'est bien. Et toi Maxence, qu'est-ce que t'as fait de tes vacances ? Oh bah pas grand chose en rapport avec le vélo, mais on va se remettre dedans tranquillement. Si, j'ai regardé le cyclocross. C'est bien, bravo Maxence. Au sommaire de l'émission du jour, on fera les actus de la semaine, ce qui s'est passé ces derniers jours à peu près, et puis on aura une émission consacrée aux retraites, les gens qui ne seront plus dans le peloton professionnel l'année prochaine. On va voir s'il y en avait encore qui performaient, les Français dans tout ça aussi, et puis voilà. On va commencer avec les actus de la semaine, bien sûr, et une actu triste, bien sûr. La sphère cycliste est en deuil, Charles. Oui Hugo, puisqu'on a appris samedi la mort de l'ancienne championne de France de cyclisme sur piste, Cindy Morvan. Alors nous, j'étais au championnat de France et le monde de la piste était choqué de cette annonce. On a reçu un mail de la FFC et donc elle a été tuée par balle par une femme qui est l'ex de son compagnon. Donc c'est une nouvelle tragique. C'était une grande cycliste et maman, donc c'est d'autant plus tragique. Elle était impliquée à la FFC dans le vélo. Elle avait été championne de France dès la catégorie cadet et depuis elle n'avait pas forcément fait de résultats majeurs, j'ai envie de dire, mais elle était très impliquée dans le vélo. Elle avait 39 ans. Oui, c'est ça, elle était licenciée à l'UVC Calais, titulaire d'un diplôme d'entraîneur et a investi dans le développement du cyclisme féminin, notamment dans les Hauts-de-France d'où elle est originaire, et membre de l'équipe des ambassadrices FFC. Très bien, écoutez, on pense forcément à sa famille, à ses proches, et forcément c'est une très triste nouvelle. On va passer sur des nouvelles un petit peu plus gaies, Charles, et donc tu étais au championnat de France Avenir sur piste à Loudéac. Est-ce que tu peux nous faire un court résumé des principaux résultats, s'il te plaît ? Alors oui, j'ai pu assister à de beaux championnats de France avec 3 ou 4 records de France qui ont été battus sur ces 5 jours. Donc Matteo Mao, double champion de France sur le 500 mètres et de la vitesse. Sur le 200 mètres, il bat le record de France avant de se refaire battre dans la foulée par Naël Belhadj. Ensuite, il remporte la vitesse assez aisément. Et au 500 mètres, il fait un temps exceptionnel. Il bat le record d'Étienne Olivero largement. Donc c'est un gros espoir. C'était son premier championnat de France. Donc coureur à suivre. Il t'a vraiment impressionné, Charles ? Ouais, il a raté en plus son 200 mètres, donc il bat le record de France en ratant son 200 mètres. Comment ça, il a raté Il n'a pas fait le temps espéré. Il visait à l'entraînement la veille, il avait battu largement ce temps. Donc il était très déçu. Mais après, pendant le tournoi, il avait une aisance. Il battait ses adversaires comme si c'était... Quel âge, tu peux nous le rappeler ? Catégorie cadet, donc il a 16 ans, je crois. D'accord. Ah oui, quand même. Okay. Et il bat les records d'Étienne Olivero, qui est champion d'Europe U23. C'est la pépite française. Donc voilà, gros coureur. Et en endurance, celui qui m'a impressionné, c'est Taonui Tanetoa. C'est un Tahitien et il a pris 2 troisième places sur l'Omnium et sur le Scratch. Donc là, il a commencé le vélo, la piste, il y a 1 an et demi. L'année dernière, il n'était pas à son avantage et là, il était vraiment dans les meilleurs au duel avec Layan Clovis qui écrase la concurrence dans cette catégorie. Comment tu nous as dit Taonui Tanetoa. Ok, très bien. Pour que ça rentre pour les gens qui nous regardent parce que c'était pas forcément simple comme prénom. Ok, vas-y, enchaîne. Après, parmi ceux qui ont marqué ce championnat, c'est des coureurs qui ont déjà confirmé. Je pense à Zoé Billan, la Bretonne, qui a écrasé les courses sur cette édition avec 3 titres et une médaille d'argent. Elle était vraiment largement plus forte que les autres. Sur l'Omnium, elles font 1, 2 et 3, les Bretonnes. Donc, c'était magnifique à voir. Un autre Breton, cette fois-ci Luc Royer, c'était
l'homme le plus attendu de ces championnats. Il a signé chez Quick-Step, il était déjà dans l'équipe du VCP Loudéac. Et là, il a signé dans le développement de Quick-Step à 19 ans, donc très prometteur. Et ouais, il a cette impression de facilité, il tournait autour des coureurs. Il a fait de beaux championnats aussi. Ouais, il a 3 titres, presque le record de la poursuite à 2 dixièmes près, ou 3 dixièmes. Et quand tu nous parles des records, pour qu'on soit bien sûr, c'est les records de France ou les records juniors de la catégorie? Ouais, les records de chaque catégorie. D'accord. Et l'ancien record de la poursuite junior, par exemple, c'était Camille Charret, qui fait 4e ou 5e des derniers championnats du monde. On va reparler juste après. C'est ça. Et le dernier, j'en ai parlé, c'est Lion Clovis, qui a déjà confirmé qu'il était vraiment très fort, même sur route, dans la catégorie cadette. Et il a remporté presque toutes ses courses. Il y a juste la vitesse par équipe où ils se font battre, je crois. Et impressionnant. C'est vraiment impressionnant à voir. Et juste, est-ce que là, on sait que Lion Clovis, lui Croyer, ils ont un avenir déjà un peu sur route, mais comment ça se passe après pour ces gars-là, ou même Zoé Billan, pour vraiment se consacrer uniquement à la piste? Ça démarre quand, en vrai, la spécialisation vraiment piste? Moi, j'ai parlé avec Luc et en gros, il m'a dit même avec Soudal, il continuerait la piste et la route, parce que c'est vraiment des trucs, c'est des disciplines où ils sont forts dans les deux, donc lui, il continuera. Après, je pense que s'ils sont capables c'est de l'endurance. Benjamin Thomas, par exemple, il fait les deux, donc je pense que ça pose aucun problème. Oui, mais pour ceux qui font de la vitesse, ceux qui font de la vitesse, en junior, ils font plus beaucoup de route à l'entraînement pour travailler la condition, mais ils font pas de course sur route. Toi qui es notre spécialiste de la piste, est-ce que en dehors, on va dire, du top 5, top 10 mondial, c'est facile de vivre de la piste ou pas? Ou on est obligé de se mettre aussi sur la route, d'avoir une équipe avec des gros sponsors? Il n'y a pas de pro sur piste, d'équipe pro. C'est là en France, il y a des créations de team sprint par exemple, ou team endurance, où ils sont aidés par exemple avec le matériel, les déplacements. Mais c'est avec l'équipe de France tu gagnes de l'argent, mais c'est très dur d'en vivre. Ok. Très bien, merci Charles. Et comme on vient de parler de Camille Charlet, on voulait en parler aussi, Baptiste, avec toi et l'équipe Cofidis qui se renforce justement avec le recrutement de Camille Charlet. Tout à fait, Hugo. L'équipe Cofidis, après une saison 2025 compliquée, qui ne compte pas se laisser abattre. Après avoir annoncé les arrivées d'Alex Kirch, de Jente Beermans ou encore d'Hugo Page, l'équipe nordiste a donc poursuivi son mercato en accueillant l'un des grands espoirs du cyclisme français en la personne de Camille Charret. Le coureur de 19 ans, un puncher rouleur aussi à l'aise sur route que sur la piste, s'est engagé pour 2 ans avec l'équipe Cofidis. Une équipe Cofidis qui n'a en plus de cela pas perdu beaucoup d'éléments au cours de ce mercato, même si on peut quand même citer le départ de Jesus Serrada, évidemment le leader en montagne de cette équipe, qui va rejoindre une nouvelle formation mais qu'on ne connaît pas encore à ce jour. Tout à fait. Jesus Serrada, Jonathan Lastra aussi, Eddy Finet et Anthony Pérez qui ont pris leur retraite. On en parlera un petit peu plus tard, ça aussi, des retraites. Est-ce qu'avec moins de pression du fait qu'ils ne sont plus en World Tour, l'équipe Cofidis à partir de l'année prochaine, est-ce que Cofidis peut se relancer? Il y a des bons recrutements. Il y en avait eu aussi des très bons l'année dernière, même si c'était assez vieux, avec Dylan Teuns, Alex Aramburu. Est-ce qu'avec moins de pression, ils peuvent se relancer? Écoutez, c'est évidemment ce qu'on souhaite, déjà, cette équipe Cofidis, parce qu'elle a connu une saison 2025 extrêmement compliquée. Il ne s'agit pas de tergiverser sur ce sujet. Une relégation en Pro Team, et donc évidemment faire mieux, ce sera pas trop compliqué au vu des résultats qu'on a vus la saison dernière. Donc voilà, on a vu une véritable volonté quand même de la part de Cofidis de rebondir et de trouver une nouvelle place quand même dans ce cyclisme mondial. Cofidis qui est une place forte quand même du cyclisme depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie, et donc la possibilité s'ouvre avec ce recrutement dont on a parlé. Donc moi je pense surtout à Hugo Page notamment, qui a montré de vraies capacités au sprint, notamment lors de la dernière saison chez Intermarché ou Antilles. C'est un vrai renfort de poids pour cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même une sacrée recrue. Il y a plusieurs noms qui sont pas mal. Moi, on suit quand même pas mal l'équipe de Nantes, et Yael Yohalan, c'est quand même quelqu'un qui grimpe pas mal. Donc c'est vrai que c'est des coureurs, faut leur laisser leur chance maintenant à l'échelon plus haut, et puis
s'ils arrivent à exploser, l'équipe arrivera à grimper aussi. Donc, faut voir ce que ça donne l'année prochaine, mais c'est pas des noms déconnants. Et puis, le recrutement est plutôt pas mal. Tout à fait, tout à fait. Et justement, Cofidis a aussi su profiter de la disparition d'Arkea BNB Hotel, dont on a parlé il y a 2 semaines désormais, pour y recruter 2 très bons coureurs. Déjà, Eduardo Zamperini, qu'on connaît moins, mais qui est très prometteur. Et surtout, Jente Biermans tout de même, qui sera extrêmement précieux. Et ainsi que qu'Alex Kirsch, qui arrive, lui, de Lidl Trek, qui a évolué durant 13 ans et qui a donc une grosse expérience quand même du haut niveau. Et donc, ce recrutement, couplé aussi à la révolution en interne, avec notamment le départ de Cédric Vasseur, peut permettre à Cofidis de repartir sur de bonnes bases et d'aller chercher de nouveaux succès en 2026. Ouais, comme on me le précise, à la régie, c'est Alex Kirsch. T'as dit Kirsch, mais c'est bien Alex Kirsch. Tu parlais de Jesus Herrada. Il me semble que Jesus Herrada, l'Espagnol, n'est pas encore, est encore sans contrat. Oui, tout à fait. On en parlera dans une prochaine vidéo qui va arriver très vite sur la chaîne. Mais Jesus Herrada est sans contrat, tout comme Hugo Toumir, Nolan Maudo aussi, les deux jeunes de Cofidis. Hugo Toumir qui avait fait une belle prestation l'année dernière sur le Tour de l'Avenir. Il me semble qu'il fait 6-7e, un truc comme ça, pas cette année, l'année dernière. Mais ce sera à surveiller. Stefano Oldani aussi. Donc à voir lesquels resteront à Cofidis et lesquels partiront. Mais en tout cas, est-ce que Cofidis, avec ce recrutement aussi, peut se maintenir dans le Tour de France, j'ai envie de dire, parce que ça aussi, ça va être un des grands sujets. On sait qu'il y a la Q36.5 qui toque à la porte. Il y a Tudor qui est rentré l'année dernière. Ça va être un sujet pour Cofidis. C'est le début de saison pour moi qui va être décisif. Si on voit que dès la rentrée, ça commence on les voit à l'avant et puis on a quelques résultats, ça va être encourageant. Mais la saison quand même qu'on vient de voir, c'est pas très encourageant pour la suite. C'est pas que si les cadres qui ont été recrutés l'année dernière, qui n'ont pas réellement performé quand même cette année, ils arrivent quand même à décrocher des résultats, ce serait tant mieux pour l'équipe et puis on pourrait les voir sur le Tour de France. Mais sinon, franchement, j'ai du mal à y croire quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient fait un Tour de France assez pauvre, Charles, l'année dernière. Oui, c'est dommage, mais bon, maintenant avec les surdominants qu'il y a dans le Tour, c'est difficile de se faire sa place. Après, j'espère que pour eux, ça va être une bonne saison et qu'ils vont intégrer le Tour parce que c'est quand même une équipe emblématique. Puis surtout que du coup, il n'y aura pas les 2 autres grands tours quand même, parce qu'avant, ils avaient la chance d'être en World Tour, là, ce ne sera pas le cas. Oui, mais après, j'ai quand même un espoir parce qu'il y a sur les grands tours, maintenant, il y a une équipe en plus ou 2. Ouais. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a des grosses équipes comme Tudor, comme Q36 qui ont fait aussi des gros recrutements et pour moi qui ont leur place avant Cofidis malheureusement. Allez, la dernière actu, tu voulais rajouter une petite phrase, une petite dernière phrase, mais moi je tenais quand même à rajouter que Cofidis, forcément, c'est une équipe professionnelle qui descend juste de World Tour. Pour moi, ils doivent naturellement avoir cette ambition de remonter. On verra sur le terrain ce qui se passe, mais en tout cas ça doit être la mentalité de l'équipe pour la saison 2026, c'est quand même de tout faire pour aller chercher la promotion en World Tour, parce que Cofidis qui perd un statut World Tour, ça fait quand même une équipe de moins en World Tour côté français, et c'est pas n'importe quelle équipe, ça reste comme j'ai dit tout à l'heure une équipe qui est présente dans le peloton depuis de nombreuses années. Et je pense qu'ils doivent quand même avoir cette ambition de remonter. Après on verra bien ce que ça donne la saison prochaine, affaire à suivre. Allez, on enchaîne sur la route avec la dernière actu et ça concerne le dopage, Maxence. C'est ça, et puis ça concerne plus précisément quand même l'ancien champion espagnol Oyer Lascano, donc 25 ans et puis spécialisé du coup lui plus dans les classiques ou quelques grands tours, on l'a pu le voir à l'avant, mais donc ancien coureur de la Movistar. Il a été suspendu donc provisoirement par l'UCI pour des anomalies relevées dans son passeport biologique entre 2022 et 2024. Donc voilà, le coureur, c'est un peu flou quand même tout ce qu'ils nous disent, mais bon, ça fait quand même encore une affaire de dopage. Donc dans un communiqué que je vais vous lire rapporté par le journal espagnol AS, donc Lascano a tenu à clarifier les choses. Je n'ai jamais utilisé de substances dopantes ni de méthodes interdites. Je suis un athlète propre et une personne intègre. Je continuerai avec détermination et transparence à défendre mon nom et ma dignité professionnelle. Ma carrière s'est construite sur l'effort, le dévouement, l'honnêteté et le travail quotidien. Donc on va voir ce que ça veut dire par la suite, mais c'est quand même embêtant, nous amoureux du cyclisme, de tout le temps avoir des petites affaires comme ça de dopage qui reviennent sur la table et puis que
Qui embête encore l'image du cyclisme. C'est embêtant, mais à la fois, est-ce que ça veut pas dire aussi que les tests marchent et qu'on peut enlever des doutes sur certains autres coureurs? Mais encore une fois, c'est encore sur des anomalies de 2022 à 2024. Donc oui, c'est encore plus récent qu'avant, mais on se dit quand même qu'il y en a quand même encore qui arrivent à passer sous les radars. Bon, après, lui, j'ai pas l'impression que ses produits l'ont fait devenir le roi du monde, mais ouais, c'est quand même toujours embêtant. Moi, j'en ai marre, quoi. T'es là, t'aimes le vélo, t'aimes ça, et tous les gens qui critiquent, tout le monde est dopé. Tu te bats pour dire non, et au final, t'as des affaires comme ça qui reviennent. C'est dommage, quoi. Et là, à noter que Oyar Lascano avait rejoint Red Bull Bora cette saison 2025 et qui a fait une saison très discrète. Il n'avait plus couru depuis Paris-Roubaix en avril. Et puis du coup, là, ils ont mis fin à son contrat. Tout est terminé et je suis pas sûr qu'on le revoie sur un vélo dans le peloton professionnel un jour. Exactement. On suivra les actualités autour de Oyar Lascano. Il avait 25 ans exactement. Il pourra peut-être se relancer. Ça me fait penser à un Marc Padoun, bien sûr, qui avait été averti pour les mêmes raisons. On verra. Et en tout cas, 25 ans, c'est encore jeune. On va passer sur les plus vieux, ceux qui prennent leur retraite cette saison. Exactement, en direction les Padoux presque. Avec bien sûr, on va commencer avec ceux qui étaient encore en forme, j'ai envie de dire, avec bien sûr celui qui nous a marqué, celui qui a marqué notre enfance, je sais pas pour vous en tout cas, mais c'est bien sûr Romain Bardet. Charles, il a pris sa retraite en cours de saison. Ouais, on savait qu'il allait prendre sa retraite. C'est dommage, mais à la fois, je comprends, ça fait super longtemps qu'il est dans le peloton. Il nous a fait rêver sur le Tour de France en se bataillant avec Froome, tout ça sur le Tour. C'est dommage, mais après, il a fait une très belle carrière et moi, c'est un des coureurs qui m'a marqué de ma jeunesse. Ah bah oui. Et puis je trouve que sa fin, elle est belle quand même. Le mec, il fait son dernier Tour de France et puis il se dit je vais refaire une prépa hivernale pour revenir une moitié de saison, pour finir chez lui. Et puis je pense qu'il avait, parce qu'on a bien vu, c'était là la fin de la saison, il en a profité du coup pour faire du gravel. Donc comme ça, c'était peut-être... Est-ce qu'il continue pas un tout petit peu le gravel encore ? Peut-être, mais au moins il a gardé sa préparation pour cette saison où il a dit qu'il allait jusqu'au Dauphiné. Et comme ça, il a pu en profiter de sa forme, j'ai envie de dire, pour se faire plaisir sur ces courses-là, quoi. Et sa fin de carrière est belle. Dernier Tour de France, il prend le maillot jaune. Il n'avait jamais remporté le maillot jaune, il était toujours deuxième et tout ça. Et il gagne une étape. Pour moi, il conclut en beauté sa carrière. On l'avait attendu celui-là, ce maillot jaune quand même. On pensait, on a toujours cru le voir un jour sur les épaules de Romain Bardet. Et le voir à ce moment-là de sa carrière, c'est quand même symbolique parce qu'on se dit qu'enfin, il arrive au crépuscule de sa carrière à faire quelque chose qu'il a toujours voulu faire et qu'il n'a jamais réussi à faire durant ces années dorées. Donc franchement, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Foutu contre la montre. Qu'il a toujours empêché, en fait, parce que je trouve que Romain Bardet, c'est l'élégance, quoi. À chaque fois, il attaquait, et puis même en danseuse, lui qui est très grand, c'était toujours sympa de le voir en danseuse, et toujours dans son petit style caractéristique, tranquillement, à son rythme. Mais j'adorais, moi, le voir, parce que t'avais un Français qui attaquait, quoi, qui osait attaquer. Ouais. Alors que tu avais un Rigoberto Urán qui était là à regarder le cuissard de tout le monde. Ne parle pas de lui. Lui, il attaquait, quoi. Lui, certes, il perdait des fois, mais son arrivée à Péragude, elle est magnifique. Oui. C'est là, je pense qu'on était tous émerveillés devant la télé, quoi. Et un autre porteur de maillot jaune qui marchait assez bien encore sur les dernières saisons, c'est Alexander Kristoff, Baptiste, qui prend sa retraite, le Norvégien. Tout à fait, Alexander Kristoff, qu'on a vu briller tout au long de sa magnifique carrière, champion d'Europe, vainqueur d'étape sur le Tour de France, porteur du maillot jaune également durant une journée. Chez UAE Emirates en 2018, il me semble. Un sprinter très qualifié, spécialiste aussi des classiques, excellent sur les pavés. Alexander Kristoff qui est vraiment une référence dans le domaine du sprint, au même titre que des sprinters comme on a pu le voir, peut-être pas au niveau de sprinters comme par exemple Mark Cavendish, mais en tout cas 98 victoires, 98 victoires quand même, hein. Ouais, c'était celui tout simplement qui avait le plus grand nombre de victoires depuis Cavendish. professionnel en activité. En activité, tout à fait.
et Pogacar. Pogacar l'a dépassé. Ouais, Pogacar l'a dépassé cette année. Il était derrière Démare, sauf que Démare n'a pas remporté de course cette saison, peut-être, sur le Tour du Poitou. C'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Tour de son village, peut-être. Et donc, oui, il était passé devant. On a espéré pour Alexander Kristoff qu'il allait chercher les 100 victoires. Malheureusement, il ne l'aura pas fait. Et donc, c'est une autre légende qui prend sa retraite. Un petit dernier qui était encore assez en forme lors de ces dernières années, peut-être pas en 2025, mais plutôt 2024. C'était Michael Woods, le Canadien, qui avait remporté une étape de prestige en 2023 sur le Tour de France au Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, la bagarre où c'était l'échappée. On ne savait pas si l'échappée allait gagner ou si c'était Pogacar qui allait encore gagner. Mais non, mais lui, c'était vraiment le puncher pur, quoi. Le mec qui était puissant, qui, même quand ça grimpait, il y allait. C'était l'avant Alaphilippe, j'ai envie de dire, niveau puncher. Je pense qu'il n'y avait pas grand... Ah si, il y avait Valverde qui était là aussi, mais c'était vraiment le... Enfin, c'est lui qui m'a appris à distinguer les punchers des grimpeurs, des sprinters, quoi. C'était vraiment le mec qui avait sa spécialité. Puis Dôme, faut bien grimper quand même pour aller. Oui, sûr. tout à fait. Mais c'était vraiment son style, quoi. Il n'hésitait pas à attaquer, tout ça, comme un puncher à la Philippe, tout ça. Ouais, c'est beau à voir les coureurs comme ça qui courent un peu à l'instinct. Il y a des Canadiens, il n'y en a pas beaucoup aussi. Ouais. C'est cool, oui, ça. on le voyait vraiment libéré de toute pression en fait. Aucun enjeu vraiment non plus pour par exemple les classements généraux, etc. C'était plus un équipier chez Israël Première Tech. Et finalement, voir une étape comme ça, aussi prestigieuse, où il peut se faire plaisir, c'est aussi une récompense pour lui. Et ça vient un peu couronner aussi une carrière qui est trop souvent mise dans l'ombre. Et puis il n'a pas fait de grosses équipes et il a toujours réussi à plus ou moins performer quand même. Il allait chercher de beaux résultats sans être à la lumière du jour, en étant un gros leader sur une grosse équipe. Toujours, il a réussi à se dépatouiller tout seul. Ouais. Ouais, parce qu'il a fait IF, mais c'était le début d'IF Education. Donc oui, c'était les années où il galérait encore un petit peu, quoi. Et Michael Woods qui a fait des déclarations, j'ai envie de dire, surprenantes, je sais pas, mais en tout cas un petit peu choquantes au moment de prendre sa retraite. Il y a eu un bel article de l'équipe sur lui. Le titre, c'est carrément « Ce sport est fou, il s'est tellement éloigné de notre vocation première ». C'est lui, il a vu l'évolution du cyclisme et il trouvait que ça devenait un petit peu trop extrême. Il a dit avant de prendre le départ d'une course, je fais même plus de bisous à mes enfants quand ils sortent de l'école parce que j'ai peur de choper une maladie. Et donc c'est quelque chose qui le peinait vachement et c'est une des raisons pourquoi Michael Woods a pris sa retraite. Je suis sur l'article de l'équipe là et je lisais, il s'est tellement éloigné de notre vocation première, celle d'animal, que quiconque n'est pas né au siècle dernier ne le comprendrait pas. Ce qui permet de manger, de me loger, c'est de parcourir 30 000 à 35 000 km à vélo chaque année aux quatre coins du monde pour le plaisir des autres et même pas forcément pour notre plaisir. C'est quand même surprenant ces déclarations, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est un sport qui est devenu tellement millimétré maintenant, où tout le monde veut gagner, et même les dangers sur les chutes, maintenant les chutes se multiplient avec la vitesse, tout ça. Après, sur les chutes, tout ça, c'est aux coureurs aussi de faire attention, parce que comment l'UCI peut faire, je sais pas comment ils peuvent faire. Après, sur la santé des coureurs, ils sont tous au millimètre, au kilo près, ça peut des fois être dangereux. Et puis peut-être que c'est en ayant des tauliers comme ça du peloton qui quittent comme ça, qui pourraient se retrouver derrière pour essayer de faire bouger les choses, peut-être intégrer l'organisation de l'UCI, tout ça, pour apporter des réponses aux questions et vraiment changer peut-être et aider le peloton et aider le cyclisme en fait, parce que si tout le monde dit que ça va pas si bien que ça, et peut-être qu'il y a vraiment des choses à faire et que ces personnes-là qui ont vraiment le vécu et qui ont envie de faire changer les choses, peut-être que c'est sur eux qu'on peut s'appuyer. Cet été, ça avait été un gros débat aussi sur le Tour de France féminin, notamment. On avait parlé de la minceur des coureurs, notamment. Cédric Kirbaol avait fait une grosse sortie là-dessus, en fustigeant un petit peu le fait qu'on veuille tout faire pour la performance, quitte à mettre sa santé en danger. Pauline Ferrand-Prévot,
Ferrand-Prévot notamment, c'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler, et elle l'avait assumé d'ailleurs d'une certaine manière, en rigolant aussi, en ouais. disant qu'elle faisait des plis à ses manches parce qu'elle avait perdu du poids, et pour elle c'était pas du tout une question, hein. C'est Demi Vollering aussi, qui n'est pas forcément la plus maigre du peloton, qui avait fait des sorties là-dessus, donc ouais, c'est vrai que ça va être un débat, ça c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai qu'il va falloir notamment le surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années, voir comment la course et le peloton évoluent. Il y a des légendes aussi qui vont bien sûr qui prennent leur retraite. 2 anciens vainqueurs finaux du Tour de France, Christopher Froome et Geraint Thomas. Bah oui, là Sky, c'est 2 coureurs qui ont marqué quand même notre époque. Geraint Thomas qui gagne un Tour de France, on ne savait pas d'où il sortait, on l'avait déjà vu, mais de là à gagner un Tour de France, non. Et Christopher Froome qui a remporté 4 Tours de France. 5 Non, 4. 5. Pour moi, c'est 4. 13, 15, 16, 17, il me semble. Okay. Ouais, et ouais, Christopher Froome, même sur le Giro, c'est un coureur qui a quand même marqué notre époque. Oui, Christopher Froome, qui avait fait des échappées assez incroyables, hein, l'échappée de 80 km qui me vient bien sûr en tête, et on vous a mis cette image à l'écran de Christopher Froome dans le Mont Ventoux, qui était en train de courir derrière les motos et tout ça, c'est une image marquante de Froome, mais c'était aussi un personnage, Geraint Thomas, qui s'était imposé en 2018 sur le Tour de France. Il était fort cette année-là. Il fait deuxième l'année suivante derrière son coéquipier Egan Bernal. Thomas très très fort. Un bon roller qui s'est aussi transformé au fil des années. Un troisième légende qu'on a noté là, c'est Elia Viviani, le sprinter qui est passé par Quick-Step Ineos, qui avait 90 victoires professionnelles. Elia Viviani qui marchait un petit peu moins ces dernières années, comme tout coureur qui est proche de prendre sa retraite. Mais un coureur de renom. On l'a vu quand même en forme sur la fin de carrière. Il a clôturé en beauté sa carrière. Je pense à son titre de champion du monde sur piste également. Sur l'élimination, sur l'élimination, il a couru à l'expérience, hein, et c'était incroyable à voir. Tu avais tous ceux du Vélodrome qui l'applaudissaient. Tout le monde avait un truc ciao Elia. C'était magnifique à voir et ouais, vraiment hyper bien géré sa course. Ouais, et puis il gérait bien l'entre-deux entre la piste et la route, lui, comme on en parlait tout à l'heure, lui, pour le coup, il gérait vraiment bien. Ouais. Et pourtant, il gagnait pas mal au sprint et puis il gagnait pas mal à la piste. Champion olympique, triple champion du monde. Ouais. Et puis même sur la route, il y a des Tours de France où franchement, il était intouchable. Les 90 victoires, il faut aller chercher. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez me dire l'équipe de Elia Viviani lors de la saison précédente ? L'auto, il me semble, ouais. L'auto, c'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure et j'ai fait Elia Viviani à l'auto, j'y croyais pas. Il en a fait pas mal parce qu'il a dû faire Quick-Step et Ineos notamment aussi, il me semble. Il a fait Cannondale aussi au tout début de sa carrière. Elia Viviani est un gros coureur. Et on va bien sûr parler des Français dans tout ça. On a parlé de Romain Bardet, un de ses coéquipiers lors de ses aventures au Tour de France, qui a arrêté, il avait 32 ans. C'est Pierre Latour, le fameux descendeur fou. Ouais, il va être content de plus avoir à descendre sous la pression. Maintenant, c'est là, c'est pareil. C'est comme je parlais tout à l'heure avec Michael Woods, qui m'a appris le rôle du puncher. Lui, il m'a appris le rôle de la descente en fait pour les cyclistes. Là, les gens qui s'y connaissent pas forcément en vélo, ils sont là. La descente, tout le monde sait descendre. Mais là, tu vois l'importance de savoir bien descendre aussi. Hein, et le blocage mental aussi. Là où la tête joue aussi. Et c'est quand même dingue d'être assez bon grimpeur quand même, parce que franchement il allait en décrocher quand même les étapes et puis il savait bien grimper, mais c'est quand même affolant les écarts qu'il prenait en descente quand il n'arrivait pas à tenir le peloton. Et ouais, maintenant tous les bons grimpeurs savent descendre. Si tu sais pas descendre, tu te prends des tirs. Hein, et puis tu vois que maintenant tu peux même attaquer dans les descentes, quoi. C'est ça qui est dingue. Et la veille
Egan Bernal remporte le Tour de France en 2019. Pierre Latour bat Egan Bernal au maillot blanc quand même en 2018 à la course au maillot blanc. Hein. C'était assez fou. Il épaulait en plus Romain Bardet lors de ce Tour de France. Bernal aussi a été coéquipier pour Thomas et Froome à cette époque-là encore. Mais il avait remporté le maillot blanc en 2018. Franchement, à cette époque-là, moi je me disais, Pierre Latour, ça peut être un des Français que sur le Tour de France qui peut bien performer et aller chercher des top 10. Parce qu'il était bon en chrono, il avait été champion de France du chrono aussi. Hein. Déjà, on l'avait vu, parce que le maillot blanc, c'est quand même une sacrée perf. Hein. Tu l'as dit, Hugo, mais battre Egan Bernal sur le maillot blanc, c'est quand même une sacrée prestation, parce que ça veut dire qu'il l'a aussi battu sur le général et qu'on a vu qu'il était capable de tenir quand même des grosses performances, même sur les courses à étapes. Et ça, c'est vrai que Pierre Latour, on avait oublié pas mal cette caractéristique-là chez Total, quand il est passé chez Total Energy. Mais finalement, c'est vrai que ça a été un excellent coureur de ce point de vue-là aussi. J'aurais bien aimé, moi, le voir sur des petites courses d'une semaine, voir si vraiment un rôle de leader. Mais après, chez Total, il n'a jamais vraiment eu ce rôle de leader. Et puis, il a jamais eu l'équipe pour l'épauler. Mais j'aurais bien aimé, moi, le voir vraiment à fond dans un délire de allez, je vais chercher un classement général sur une course d'une semaine. Ça aurait été intéressant à voir, je pense. Surtout qu'il n'y a aucun Français depuis beaucoup d'années qui a remporté un classement. Il était à ça avec Vauclin, mais ouais. On va attendre l'année prochaine, on va dire. Oui. Quelques petites mentions honorables quand même, notamment encore parmi les Français avec Adrien Petit, Geoffrey Soupe, Clément Venturini. Pas sûr ça encore, mais... Venturini peut-être cyclocross. Oui. Sur la route, oui, c'est sûr que ça... Puis heureusement qu'il est là des fois en cyclocross parce que Arnaud Desmar, bien sûr, aussi 87 victoires en professionnel. Arnaud Desmar, dont on n'a pas parlé. C'est vrai que heureusement que tu me l'as soufflé, Charles, mais oui, Arnaud Desmar qui prend sa retraite. On en a parlé très vite fait lors de notre dernière émission sur Arkea. Mais Arnaud Desmar a 34 ans qui a décidé d'arrêter. C'est vrai qu'il n'était plus forcément au niveau dans un peloton toujours plus compétitif dès les premières années, j'ai envie de dire. D'autres mentions honorables avec un autre sprinter, Caleb Ewan, avec qui ça s'était joué pendant que Desmar avait le maillot Cyclamen en 2021-2022, je sais plus. Bref, voilà. Rafał Majka, le coéquipier de Tadej Pogačar. Louis Mentiès qui faisait toujours des 6-7e places sur le Giro, Jonathan Castro-Viejo, Omar Friday ou encore le tracteur du Tour, le tracteur du Tour, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tim De Klerk. Voilà, à peu près, on a fait le tour. Il y en a bien d'autres qui ont pris leur retraite à moindre niveau, j'ai envie de dire. C'était les principaux. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec moi. On se retrouve très, très vite pour une autre émission. Et puis, merci de nous avoir suivis chez vous, derrière votre écran. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.